Allez, bonjour mes chers vous tous, bienvenue sur cette plateforme et j'espère qu'on aura passé ensemble quelques petits moments de révision intéressantes et utiles pour vous. Bien, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de notre premier dossier, le texte historique. Vous le savez très bien que le texte historique retrace des événements historiques qui se sont passés à un moment de l'histoire et qui rapportent à l'attention d'un public aussi profane qu'initié des événements, des informations, des renseignements sur un événement historique qui aura marqué une époque. Bien sûr, revenir sur ce dossier est utile d'autant plus qu'il coiffe tout le premier trimestre. Voilà, donc nous allons commencer sans tarder notre première séquence, donc sur le récit historique, mais relaté d'une façon plus ou moins neutre, sans que l'auteur s'immisce dans l'événement, sans que l'auteur critique l'événement, sans que justement l'événement ne soit orienté sur quelconque opinion de l'auteur. Voilà, donc je vous ai choisi un petit texte, enfin plus ou moins, c'est beaucoup dire un petit texte, sur l'histoire de l'aspirine, voilà, dans lequel l'auteur justement, vous avez justement en ligne le texte sur l'histoire de l'aspirine, bien sûr, l'histoire de l'aspirine, bien sûr, il est utile aussi aujourd'hui d'en parler parce qu'en fait l'aspirine, comme vous le savez très bien, apporte beaucoup de soulagement à tout le monde et donc revenir sur son histoire c'est très intéressant et vous allez remarquer dans le texte que vous avez et qui est en ligne donc toutes les grandes étapes justement relatives donc à la mise au point donc, de ce médicament, entre guillemets, voilà, qu'est l'aspirine. Donc dans l'auteur, vous allez remarquer que l'auteur, chronologiquement, va retracer toutes les grandes étapes qui ont permis à la mise au point, d'accord, à la réalisation donc, de cette substance qui va apporter beaucoup de bien et qui va soulager beaucoup de maux dont souffrait et dont continue à souffrir l'humanité. Voilà. Vous allez remarquer que l'auteur ici est tout à fait absent. Voilà, absent, il est neutre, il ne donne aucun point de vue, n'est-ce pas, et il ne donne aucune orientation à son discours. Il est parfaitement neutre, il est parfaitement objectif. Donc il y a beaucoup de caractéristiques que nous pouvons retrouver dans ce texte-là et qui permettent donc justement d'étayer notre point de vue, donc de cette objectivité dont va se caractériser ce texte du début à la fin, n'est-ce pas? On est sur en effet un sujet qui est scientifique, mais avec une teinte, avec une acoustique plutôt historique. Pourquoi? Parce que l'auteur va retracer chronologiquement, étape par étape, les différentes étapes, les différentes phases par lesquelles va passer justement la mise au point, donc la découverte de cette substance qui va apporter beaucoup de bien. Voilà, donc l'auteur est absent, nous retrouvons beaucoup de caractéristiques qui sont propres justement au texte objectif, même s'il est à cloison historique, n'est-ce pas? Donc vous le savez, vous l'avez très certainement remarqué, vous l'avez très certainement saisi au cours donc, des cours que vous avez eus avec vos professeurs, que l'auteur ne laisse aucune trace, justement, dans ce trace-là qui trahirait sa présence. Du coup, l'auteur va essayer donc d'utiliser un pronom personnel indéfini, donc le « on », justement pour renvoyer toutes ces étapes à ceux qui l'ont fait. Donc, le choix aussi des phrases à caractère, des phrases verbales vont permettre à l'auteur encore de consolider cet esprit d'objectivité. L'auteur préfère plutôt des phrases qui sont des phrases verbales,
justement commencer par le sujet qui va justement renvoyer, qui va forcément référer à celui ou à celle qui est donc l'auteur de l'action. C'est une façon de se soustraire donc de se soustraire du texte et laisser justement la place à ceux qui font l'action dans le choix des textes, des phrases plutôt, je dirais, verbales. Bien, alors donc le choix revient donc à l'auteur. Il pourrait tout à fait choisir des phrases nominales, comme vous avez eu l'occasion de travailler des textes, par exemple l'histoire de la Coupe du Monde, d'accord, ou l'histoire donc de la guerre d'Algérie, n'est-ce pas, où l'auteur chronologiquement va séquentialiser, va fragmenter ces phrases de façon chronologique pour justement revenir sur les différentes phases et qui ont permis donc à arriver jusqu'à la fin. Justement, le choix de ces phrases nominales est tout à fait justifié, tout comme les phrases verbales. Bon, au lieu d'insister sur l'auteur ou les auteurs des actions, d'accord, des événements, je dirais, ah ben, l'auteur va plutôt insister sur l'événement et lui donner toute l'ampleur et mettre en second degré ceux qui l'ont fait. Donc c'est un choix qui revient en fait à l'auteur. Voilà, donc en plus, donc nous allons retrouver, comme je disais tout à l'heure, le pronom personnel indéfini, le « on », n'est-ce pas, qui va en effet soustraire du lot l'auteur et mettre en avant ceux qu'on pourrait éventuellement, je dirais, soupçonner ou qui peuvent référer directement à ceux qui font l'action. Voilà donc le texte donc, historique à caractère neutre, à caractère objectif, dans lequel l'auteur, encore une fois, et pour terminer, est absent. D'accord? Il se limite seulement à relater les faits, relater les événements. Donc, selon un projet plutôt chronologique, hein, n'est-ce pas, du début de la découverte, d'accord, jusqu'à la mise au point donc d'un médicament, comme il est le cas, donc de l'aspirine. Donc, pour finir, alors si vous avez à opter pour un compte-rendu objectif d'un texte comme celui-ci, n'est-ce pas, et dont l'auteur est absent, donc vous allez vous garder vous aussi, n'est-ce pas, de manifester la présence de l'auteur, mais plutôt la vôtre. Donc n'oubliez pas que pour réussir un bon, je dirais, un bon compte rendu, il faudra lire, comprendre le texte, en dégager les idées essentielles, en dégager aussi les idées qui seraient moins essentielles, mais qui seraient utiles de mettre dans votre compte rendu, n'est-ce pas? Commencez par présenter donc les éléments, les indications qui sont en bas de votre texte, à savoir les indications de la source, donc de qui est le texte, d'où il est extrait, en quelle année il est sorti, etc. pour justement construire votre accroche. Généralement, l'auteur XY, voilà, donc dans son texte, dans son document, n'est-ce pas, à savoir si on a affaire à un document extrait d'un ouvrage, un article, donc il faut bien préciser justement quelle est la nature de ce texte-là. Donc essayez de plutôt regrouper tous ces éléments, toutes ces indications dans une accroche et bien entendu faire relier directement l'idée essentielle du texte, là en l'occurrence, donc la découverte, l'histoire, retracer l'histoire de la découverte, donc de l'aspirine. En fait, chaque paragraphe devrait en effet accueillir une idée essentielle, donc qui serait tout le long
du paragraphe expliqué et étendu. Donc vous aurez à choisir cette idée, n'est-ce pas, à la trouver et à la faire donc relier en petites idées, un satellite que vous jugerez bien entendu utile. Donc dans le cadre d'un compte rendu, vous êtes libre de commencer par l'idée que vous jugez la plus importante, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas tenu, comme dans le cas du résumé, à respecter le cheminement de la pensée de l'auteur, n'est-ce pas? Si vous jugez que telle idée a sa place justement en premier, eh ben, n'hésitez pas à la faire. Donc vous êtes beaucoup plus libre et vous devez aussi montrer, témoigner de votre capacité à avoir compris le texte en dégageant bien entendu les éléments les plus importants. Et comme dans le cas du résumé aussi, vous devez reformuler, donc écrire avec vos propres mots les idées, n'est-ce pas, du texte. Et bien entendu, vous vous garderez de porter votre jugement ou de commenter, sauf si vous le demandez dans le cas d'un autre type de compte rendu plutôt critique. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura intéressé, vous aura éclairé quelque part sur l'importance justement et les caractéristiques du texte historique. Donc chacun son histoire. Écrire son histoire, ce n'est pas comme écrire l'histoire d'événements passés il y a des siècles ou il y a quelques dizaines d'années. Donc restons objectifs dans le cadre du texte historique objectif et gardons-nous d'apporter des critiques ou des commentaires. C'est ce qu'on verra dans notre deuxième vidéo. Merci beaucoup et bye bye. Me revoilà avec ma blouse blanche. Voilà, pour vous accueillir de nouveau donc, sur cette plateforme, donc initiée par votre école Baya. Donc pour vous faire un petit peu revivre virtuellement l'ambiance de la classe que je sais vous manque beaucoup, n'est-ce pas? Bien, alors nous revenons à nos moutons, donc on revient au texte historique, comme je le disais tout à l'heure, donc dans mon intervention dans la vidéo précédente, donc que l'événement historique peut être compté, peut être relaté de plusieurs façons. Donc dans la première séquence, vous avez remarqué que l'auteur est parfaitement neutre et parfaitement absent du discours, n'est-ce pas? Donc il se limite justement à relater, à énumérer les différents événements relatifs à un événement donné, n'est-ce pas? Donc cet événement pourrait être un événement lointain, n'est-ce pas? Comme pourrait être un événement immédiat, n'est-ce pas? Donc, mais dans tous les cas, l'auteur ne va pas manifester sa présence dans son discours, donc dans son texte, n'est-ce pas? D'accord? Mais quelque part, nous pourrons éventuellement retrouver quelques petites comme je dirais, quelques petites traces, quelques petits témoignages infimes de la présence de l'auteur. Je vous parlerai par exemple du choix, par exemple des phrases nominales et des phrases verbales dont nous parlions donc, dans notre vidéo précédente. Donc le choix par exemple de relater un événement en mettant les phrases de son document, n'est-ce pas, en phrases verbales, dénote quand même quelque part que l'auteur veut justement insister sur l'auteur ou les auteurs de l'événement, donc de l'action. Et le choix peut être de séquentialiser, de fragmenter son événement, son histoire sous forme de phrases, n'est-ce pas, de phrases nominales, voudrait dire que l'auteur aimerait plutôt que l'on mette la lumière plutôt sur l'événement que sur les auteurs de l'événement. Bien, alors dans notre deuxième séquence, on va pouvoir relater des faits
Voilà, et argumenter. Et donc, qui dit argumenter, c'est défendre une thèse, défendre un point de vue. Donc, donner une nouvelle orientation, une nouvelle ou une orientation tout court à notre discours. Donc, l'auteur va pouvoir s'impliquer dans l'énoncé, donc dans l'énoncé donc des événements, et il ne va pas peut-être dissimuler tout à fait sa présence dans le texte. Peut-être il ne va pas peut-être utiliser le pronom personnel je, il ne va pas peut-être utiliser des pronoms, des adjectifs possessifs, n'est-ce pas, qui renvoient à l'auteur, mais on va quelque part trouver des traces de la présence de l'auteur et qui vont justement trahir cette objectivité donc, dont voudrait l'auteur donner, que l'auteur voudrait donner à son texte. Voilà. Donc, dans ce texte que je vous ai choisi, c'est donc la guerre d'Algérie, n'est-ce pas? Donc, l'auteur vous allez pouvoir le lire à la maison tranquillement et doucement, bien entendu. L'auteur va relater justement tous les événements relatifs donc justement à cette période charnière de notre histoire, donc appelée généralement la guerre d'Algérie. Donc, il ne va pas pouvoir justement dans son texte donner directement et explicitement son point de vue, mais il va trahir justement sa présence par l'emploi d'adverbes, d'adjectifs qualificatifs qui vont justement trahir sa présence. Il ne va peut-être pas directement s'impliquer dans le commentaire, mais il va pouvoir laisser parler les autres, n'est-ce pas? Donc là, il y a un choix donc des interventions de la part de l'auteur pour pouvoir étayer sa thèse. Voilà, donc ce texte-là peut faire aussi écho à un autre texte que vous avez très certainement lu avec votre professeur et qui est une guerre sans merci. Vous vous rappelez de cette guerre sans merci, donc de l'auteur algérien Ben Kaddesh, n'est-ce pas, dans lequel l'auteur, dans les deux paragraphe, ne va pas s'impliquer directement dans le texte, mais il va pouvoir laisser parler les actons, d'accord, et les acteurs qui ont participé justement à ces événements, parler donc de cet événement qu'il qualifie lui-même d'une guerre sans merci. Donc c'est une sorte d'argumentation, n'est-ce pas, avec une cloison plutôt historique. Donc l'auteur revient dans ce texte-là, dans la guerre sans merci, donc aux véritables causes, les vraies causes qui ont conduit, qui ont forcé les colonialistes français à venir coloniser notre pays et par là rétablir une vérité souvent mésestimée et souvent cachée de l'autre côté de la Méditerranée et proposer au lecteur une nouvelle version, d'accord, bien entendu orientée, n'est-ce pas, sur les véritables causes de la colonisation de notre pays, n'est-ce pas? Donc, nous retrouvons dans ce paragraphe-là, justement, alibi, prétexte, les véritables causes, et qui témoignent justement du point de vue de l'auteur et de l'orientation, justement, que voudrait donner l'auteur à son texte. Nous passons au deuxième paragraphe de Guerre sans merci, qui fait aussi écho, justement, à cette période dans lequel l'auteur va exposer, n'est-ce pas, une thèse selon laquelle la guerre fut une guerre inexpiable, vous vous en rappelez, une guerre sans merci, n'est-ce pas, menée par les Français, par l'armée française, tout à fait au début de la colonisation,
n'est-ce pas? Donc c'est une thèse que va défendre l'auteur en exposant 3 ou 4 arguments, n'est-ce pas? Histoire de donner justement de la crédibilité, n'est-ce pas? De la force qui va étayer son point de vue. Donc il ne va pas donner son propre point de vue directement et explicitement, mais il va faire intervenir en tant que témoin direct et oculaire par le biais des journaux de bord, donc journaux de guerre, tenus par les grands officiers français. Donc d'ailleurs, il ne va pas se limiter à raconter ce qu'il disait, mais il va même les faire intervenir directement. Donc il va faire parler de Saint-Arnaud, Montagnac et autres grands officiers, et qui vont témoigner directement, au style direct, n'est-ce pas, de la cruauté, n'est-ce pas, de la part des Français, en menant cette entreprise qu'il qualifiait tout à fait au début de civilisatrice. Voilà, donc l'auteur, justement, pose cette question, pourquoi sont-ils venus? Disons qu'ils sont venus, enfin, du point de vue de l'auteur, non pas pour civiliser un peuple barbare, d'ailleurs, mais non, mais ils sont venus justement pour prendre possession des richesses de ce pays qui va pouvoir faire sortir la France de sa crise économique et sociale. Voilà, donc tantôt l'auteur fait intervenir directement sous forme de phrases au style direct les officiers français, tantôt il va reprendre les témoignages de ces grands officiers, de ces officiers supérieurs français au style indirect. Mais encore une fois, lorsque l'on fait un choix, n'est-ce pas, de présenter directement les propos d'autrui au style direct ou de présenter des propos d'autrui au style indirect, là c'est un choix qui va trahir quelque part, encore une fois, l'intervention directe de l'auteur dans son texte. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, on peut présenter un texte de façon plus ou moins neutre, je dirais plus ou moins neutre, parce qu'il y a toujours quelques petits résidus dans le texte et qui trahissent la présence de l'auteur, et on peut éventuellement argumenter, donner une orientation à notre discours, et argumenter et défendre une thèse à laquelle on croit, même en restant dans le texte historique. Dans la première séquence, nous voyons le texte historique neutre, objectif, dans lequel l'auteur ne s'implique pas, ni de loin, ni de près, n'est-ce pas? Dans la deuxième séquence, nous voyons ensemble le texte historique dans lequel l'auteur va pouvoir argumenter, va pouvoir ne pas dissimuler directement sa présence dans le texte, et va pouvoir aussi céder des propos de personnes pouvant témoigner sur un événement précis. Je vous ai renvoyé en fait au texte Une guerre sans merci, ou le texte que je vous ai transmis en ligne, donc la guerre d'Algérie, dans lequel en fait l'auteur va argumenter, n'est-ce pas, pour donner du crédit, n'est-ce pas, à son point de vue. Donc c'est un texte plutôt argumentatif, n'est-ce pas, mais à cloison historique. Voilà, donc alors dans notre troisième et dernière intervention sur le texte historique, voilà, je vous renvoie à votre manuel scolaire, donc chant kabyle, chant populaire d'expression kabyle, voilà, donc recueilli par Ben Kadesh encore une fois, et traduit donc à l'attention donc d'un public non berbérophone, voilà, dans lequel l'auteur, n'est-ce pas, le conteur va pouvoir tout le long de ce chant d'expression populaire kabyle raconter
un événement historique touchant à l'intervention justement des Français dans cette partie de notre beau pays, n'est-ce pas? Donc l'auteur Ben Qaddash va traduire, donc dans la traduction, donc vous le savez très bien, il y a un choix des mots qui va pouvoir peut-être trahir encore une fois la présence de l'auteur. Bon, ceci est une autre paire de manches. Donc revenons à notre champ d'expression populaire kabyle, dans lequel l'auteur va pouvoir raconter un événement. Quand je dis l'auteur, c'est le narrateur, conteur, n'est-ce pas? Et à la fois témoin. Et dans ce champ, dans ce document, nous allons retrouver des traces explicites de la présence de l'auteur, n'est-ce pas? La présence du pronom personnel « je » qui renvoie au conteur narrateur et aussi témoin et qui va par la suite se transformer en nous pour impliquer justement les autres témoins, les autres acteurs et actons dans cet événement qui nous est relaté. Voilà, donc l'auteur ne va pas justement se limiter, se contenter de l'emploi de ces pronoms personnels. Dans ce choix des systèmes d'énonciation, je, nous, on, n'est-ce pas, quelque part dans le texte, mais il va pouvoir aussi utiliser un certain nombre de choses, je dirais, et qui vont pouvoir venir se greffer au système d'énonciation. Donc je vous renvoie donc au choix des mots, n'est-ce pas, qui sont chargés donc de connotations négatives, parce qu'il est question donc d'un événement que l'auteur va qualifier d'une tragédie. Et le mot est fort, n'est-ce pas? Donc tragédie pour qui? Pour la partie algérienne, n'est-ce pas? Donc, et nous allons pouvoir retrouver tout au long de notre lecture du chant des mots, soit des adverbes, soit des adjectifs qualificatifs qui vont témoigner justement de la cruauté dont a fait preuve plutôt l'armée française à l'encontre des Algériens, chaque fois décrits comme démunis et peu nombreux face à une armée française bien équipée, renforcée en armes et en hommes, d'accord, face à une armée, enfin un petit groupe de résistants. Donc nous sommes à la fin du 19e siècle, à cette période qu'on appelle de la résistance, n'est-ce pas? Et là, menée par une figure emblématique de la résistance algérienne, n'est-ce pas, Fatma Nsoumer, n'est-ce pas, et qui va à la fin se rendre au général français. Mais pour y arriver, l'auteur va sensibiliser le lecteur à accepter cette reddition qui, quelque part, est un moment tragique pour les Algériens. En plus, justement, de ce système d'énonciation, l'emploi du je, l'emploi du nous, l'emploi du on, en plus de ces traces qui témoignent de la présence du conteur, la présence de pénible, tragique et autres adjectifs qualificatifs, adverbes, nous allons retrouver certaines figures de style, n'est-ce pas, utilisées par l'auteur pour justement venir amplifier cette image d'un rapport inégal entre l'armée française et le groupe de résistants algériens. Donc nous allons trouver des métaphores, ce fut l'emploignade, et nous allons pouvoir aussi trouver des comparaisons et des métaphores. Ils se sont abattus sur nous comme du gel ou un courant de torrent
très rapide. Voilà justement pour amplifier cette image et la rendre encore plus tragique et qui va sensibiliser justement les lecteurs à accepter quelque part la défaite de ce groupe de résistants face à une armée, je dirais, plus forte en nombre et plus forte en munitions. Voilà, donc là, l'auteur va utiliser justement un certain nombre de choses qu'il va pouvoir mettre en avant pour défendre un point de vue et pour sensibiliser quelque part et apporter une charge émotionnelle supplémentaire qui va pouvoir préparer psychologiquement le lecteur à la chute, c'est-à-dire à la dernière partie du texte dans lequel nous allons retrouver Leila Fatma Soumel se rendre au général pourtant Képi. Bye bye.